Bonsoir, les échos de la COP21 à Paris. L'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. Pour s'adapter, 2 importants plans de résilience ont été présentés aux partenaires. 3 bateaux chinois sont arraisonnés au port autonome de Conakry. Ils sont accusés de pratiques de pêche non conformes au contenu de leur licence. Lancement ce samedi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 2 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les négociateurs ont remis cet après-midi la première mouture de l'accord sur le climat au président de la COP21 à Paris. L'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. Les cours d'eau sont menacés de disparition et le cycle agricole perturbé par endroits. Pour s'adapter, 2 importants plans de résilience ont été présentés aux partenaires à cette conférence sur le climat. Kamara Boubacar est notre envoyé spécial. Pour défendre sa vulnérabilité climatique. À la COP21, les organisations sous-régionales en Afrique de l'Ouest et du Sahel négocient en rang serré. Face aux menaces qui pèsent sur le plus important cours d'eau de l'Afrique de l'Ouest, les 9 pays de l'autorité du bassin du Niger expriment leurs préoccupations d'une seule voix. C'est du Niger est victime aujourd'hui des effets du changement climatique, notamment les impacts liés au changement climatique. La production agricole a diminué, la production pastorale a diminué, la production halieutique a diminué, et du coup, le Sahel risque d'être abandonné, ou je peux dire abandonné par les bras valides pour aller en Europe. Dans des pays comme le Niger, le Mali et la Mauritanie, la situation actuelle du fleuve Niger oblige à des efforts d'urgence conjoints pour une assistance juridiquement contraignante. Aujourd'hui, aucun pays pris individuellement ne peut faire face au problème du changement climatique ou à la lutte contre l'inflation au niveau de son pays. Donc, il faut une solidarité sous-régionale, donc qui devait être appuyée par les partenaires financiers qui devaient nous aider avec les moyens financiers qui devaient nous aider, parce que les budgets nationaux eux seuls ne suffisent pas pour mener cette action. Plus de 130 millions de personnes dépendent du fleuve Niger qui prend sa source en Guinée. Un plan d'investissement climat de 3 milliards de dollars vient d'être présenté aux partenaires. Avec ce plan d'investissement, nous avons 29 actions qui sont dédiées à la Guinée. Mais le plus important est la construction du barrage de Fomi. Ce barrage de Fomi, qui va être un barrage à but multiple, va réguler le régime du cours d'eau. Vous savez, avant, ce cours d'eau, à partir de Kankan, le Niger était navigable jusqu'à Bamako. C'est ce qui n'est plus. La Grande Muraille verte au Sahel est l'autre projet régional qui mobilise l'Afrique. Lancée depuis 2007, elle ambitionne de transformer une bande de terre aride de 7600 km sur 15 mètres en rideau végétal pour freiner la désertification. In climate change, Africa's take is adaptation. Avec le changement climatique, l'Afrique doit s'adapter. S'adapter exige des réponses concrètes. Et la Grande Muraille verte est l'une des avenues où le changement climatique doit passer. Restaurer le couvert végétal, stopper le Sahara, mais également changer la vie des populations. Du Sénégal à l'Éthiopie, 11 pays sont traversés par la Grande Muraille verte. Tout comme dans le cas du fleuve Niger, l'Afrique compte sur les 100 milliards du Fonds vert mondial annoncé pour atténuer les effets du changement climatique. De Paris, cap sur New York pour faire le point sur la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies. Quel rôle joue notre représentation permanente? Comment gère-t-elle la communauté guinéenne? Élément de réponse dans ce reportage de Fatoumata Samoura. La mission permanente de Guinée auprès des Nations Unies. Elle s'occupe de la coopération multilatérale entre la République de Guinée et l'Organisation des Nations Unies. Son rôle au siège de l'organisation planétaire, le suivi des dossiers qui intéressent la Guinée. Dans ce travail, nous avons des grandes périodes, notamment la session ordinaire de l'Assemblée générale, qui comprend aussi non seulement une grande réunion au niveau de l'Assemblée générale avec un débat général, tout un travail qui est fait au sein de grandes commissions qui sont thématiques sur le désarmement, sur les questions économiques et de développement durable, sur les droits de l'homme, qui est une grande commission. Ces grandes commissions qui se réunissent permettent de
d'adopter des résolutions qui sont ensuite mises en exécution par le secrétariat général de l'ONU. Avec un personnel composé de diplomates, d'administrateurs et de techniciens, la mission permanente de Guinée à New York participe aux travaux des 6 grandes commissions de l'Assemblée générale de l'ONU. La représentation s'attelle aussi à l'établissement des relations diplomatiques avec des États membres de l'organe mondial. Toute question relevant par exemple de la 6e commission ou de la 2e commission, nous travaillons en étroite collaboration avec les affaires. Les coordinations autour d'une table. Et ils ont compris ce message, ils travaillent aujourd'hui la main dans la main. La mission permanente de Guinée à New York a changé de visage. Dès sa prise de fonction en 2011, la nouvelle équipe a engagé des travaux de rénovation de l'immeuble et de remplacement du mobilier de bureau. Un cadre idéal qui permet au personnel de jouer pleinement sa partition. À Conakry, les occupations anarchiques devraient bientôt disparaître. En tout cas, c'est la volonté affichée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce matin, Mohamed Saïd Fofana, en compagnie de certains ministres, a fait le tour des 5 communes de la capitale. Partout, il a tenu à expliquer aux occupants illégaux la nécessité de libérer les emprises publiques. Adi Kamara. Bientôt, l'investiture du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est un événement qui va mobiliser plusieurs personnalités en provenance de l'Afrique et du reste du monde. Pour conférer donc à cet événement toute sa dimension, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, en compagnie de certains membres du gouvernement et du gouverneur de la ville de Conakry, a relevé les manches pour aller sensibiliser les populations de la ville de Conakry sur la nécessité de rendre les lieux propres. Occasion également pour Mohamed Saïd Fofana d'interpeller la conscience des occupants illégaux des places publiques afin de quitter les lieux. C'est le cas par exemple des mendiants installés au niveau de la grande mosquée Faisal de Conakry. Ils reviennent encore au compte-gouttes pour occuper ces lieux. Il y a aussi sur le pont de Kenya en face de la casse. Ici, le Premier ministre Fofana constate un envahissement. La chaussée est occupée par des voitures hors d'usage, abandonnées ici et là. Cette vaste campagne d'assainissement de la ville de Conakry va se poursuivre demain dimanche en vue de débarrasser notre capitale de tous les encombrants physiques, histoire de rendre cette ville où il fait bon vivre. Éducation, si vous êtes diplômé d'une université française, la nouvelle devrait certainement vous intéresser. Campus France vient de procéder au lancement d'une plateforme dénommée France Alumni Guinée, un réseau virtuel d'échange et de contact pour les anciens boursiers en France. La Guinée est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à rejoindre cette plateforme. On en sait plus avec Mabintila Issouma. Ce sont 4 textes qui ont été adoptés par les conseillers du CES, Conseil économique et social, à l'issue de 2 mois de travaux en session ordinaire. Les conseillers ont planché sur la révision des textes fondateurs du CES, la restructuration de l'administration, le règlement intérieur et la saisine du ministère du Plan. Nous voulons que notre CES soit aux mêmes dimensions que les autres CES de la sous-région pour capable de
du monde. Au cours des travaux de cette deuxième session, les conseillers devraient échanger sur plusieurs préoccupations de la population. Il s'agit de la délinquance économique et son impact, de la mise en œuvre des projets de développement communautaire et surtout de l'épineuse question de la circulation urbaine dans la ville de Conakry ou encore de l'habitat. Vous n'êtes pas sans savoir que les problèmes de logements sociaux est un problème important, crucial pour le République de Guinée. Donc, il faut que le CS aussi fasse des recommandations dans ce sens-là. Tout ça, c'est dans l'intérêt du peuple de Guinée et de tous les Guinéens. Le Conseil économique et social, l'organe de réflexion et de proposition en matière économique et sociale, boucle ses travaux ce mardi. Il remettra à l'exécutif et le législatif un certain nombre de propositions sous forme de recommandations pour la bonne marche de notre pays. Voilà, vous avez dû le rectifier de vous-même. C'était plutôt l'élément de Yaya Silla sur le Conseil économique et social. Éducation, si vous êtes diplômé d'une université française, la nouvelle devrait certainement vous intéresser. Campus France vient de procéder au lancement d'une plateforme dénommée France Alumni Guinée, un réseau virtuel d'échange et de contact pour les anciens boursiers en France. La Guinée est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à rejoindre cette plateforme. On en sait plus avec Mabinti Laïsouma. C'est une plateforme entièrement destinée aux alumni, c'est-à-dire les Guinéens diplômés d'une université française. En un clic, les alumni de Guinée pourront désormais appartenir à un vaste réseau mondial pour renforcer leurs liens et favoriser les échanges. La Guinée est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à rejoindre cette plateforme. La plateforme Alumni permettra à tous les étudiants du monde qui sont passés par la France de pouvoir constituer un réseau, dialoguer entre eux. Donc c'est vraiment, je dirais, un énorme progrès et un très bel outil qui est proposé pour le développement de la Guinée. La Guinée est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à rejoindre la plateforme Alumni. J'en suis très content pour la Guinée. Nous, on sera chargé dans notre base de données de mettre en contact les profils les plus adaptés avec ce chef d'entreprise. Donc c'est un gain de temps pour eux et c'est aussi pour les alumni de retour de France d'avoir des contacts professionnels de haute gamme. Avec ses 100 000 étudiants par an, la France est le troisième pays européen à recevoir des universitaires venus des 4 coins de la planète. La mise en place de ce réseau va faciliter les contacts entre les alumni, les entreprises, les institutions, mais aussi les partenaires. En tant qu'anciens étudiants des établissements supérieurs français, nous ne pourrons que nous en réjouir du moment que ça nous met en relation avec nos anciens collègues. Lorsque les étudiants veulent revenir dans leur pays et travailler, ils ont vraiment besoin d'être outillés et d'être aussi, de partager leur expérience et d'être aussi aidés. Et je pense que c'est une belle opportunité que nous avons et qu'il faut saisir. La plateforme France Alumni est créée le 24 novembre 2014 par Campus France. En rejoignant ces réseaux virtuels, les anciens étudiants guinéens de France seront au diapason des nouvelles technologies de l'information, un outil qui va aussi leur permettre de rester connectés avec le monde économique et professionnel. Comment faire du secteur extractif un facteur de développement pour les pays de la Mano River Union? La question était au centre des entretiens entre représentants de la société civile, cadres de l'administration et experts miniers. L'initiative vise à améliorer la transparence dans la gestion minière. Compte rendu, Momod Salouba. Une principale ressource des États membres de l'Union du fleuve Mano. Après plusieurs années d'exploitation, les pays font toujours face à d'énormes défis de développement. Pour inverser la tendance, représentants de la société civile, membres du gouvernement et experts miniers échangent sur l'amélioration de la gouvernance minière. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble, nous les pays qui sont riches en minerais, pour mettre ensemble un programme de travail qui nous permettra de faire sortir nos valeurs, la vraie valeur. Nous avions discuté avec des différentes entités, le ministère des Mines, le Parlement et le ministère des Finances, ainsi de suite, les sociétés civiles, même les artisanaux, les zones artisanales.
La distribution des revenus miniers, la formation des ressources humaines et le respect des normes environnementales dans les genres minières sont entre autres sujets débattus durant cette rencontre. Objectif, faire du secteur extractif un facteur de développement dans l'espace fleuve Mano. À l'issue des travaux, des recommandations idoines seront faites et permettant au gouvernement d'ajuster son cadre légal à la vision africaine. Pour mieux profiter des ressources minières en Afrique, les chefs d'État du continent ont adopté la vision du régime minier en 2009. La démarche vise l'éradication de la pauvreté en Afrique par les revenus miniers. La coopération allemande et les États du fleuve Mano œuvrent à la réalisation de cette vision. Par la société Soulax sont arraisonnés au port autonome de Conakry. Ils sont accusés de pratiques de pêche non conformes au contenu de leur licence. L'infraction les expose au paiement d'une amende de plus de 2 milliards de francs guinéens. Reportage Sam Maratono. Ces 3 bateaux chinois sont représentés en Guinée par la société de pêche Soulax. Depuis le 13 novembre 2015, ces chalutiers sont arrêtés et consignés à quai au port autonome de Conakry. Ils sont accusés d'avoir violé les dispositions du contrat de pêche. Ces 3 chalutiers chinois dont il est question ont bénéficié d'une licence de crévettier. Mais ils ont pratiqué la pêche aux poissons. Donc l'autorité en charge pour la surveillance et le contrôle de nos eaux ont pris les mesures pour les faire venir à quai, pour les fins d'enquête. Et à l'issue de ces enquêtes, les inspecteurs qui étaient en charge d'étudier les dossiers ont dressé les procès verbales afférents à ces infractions. Ils ont ressorti qu'effectivement ces navires détiennent des licences de pêche de crevettes, mais ils ont pêché du poisson. On appelle ça dans notre jargon changement de profil de pêche. Les principaux accusés sont condamnés au paiement d'une amende de 700 millions de francs guinéens par bateau. Un engagement fort de l'État à réprimer toute activité de pêche non réglementée dans les eaux territoriales guinéennes. La société n'a pas nié l'infraction. La preuve en est qu'ils ont commencé déjà à payer les amendes. L'amende infligée pour ces 3 bateaux, actuellement, c'est à 2 milliards 100 millions. Sur les 2 milliards 100 millions, ils ont payé près de 50%. Ils sont en train de payer progressivement. Grâce au renforcement des mesures de surveillance, 4 bateaux de pêche ont été arraisonnés cette année pour violation de la licence. La création de la préfecture maritime est l'une des réponses de l'État à la problématique de la pêche en Guinée. Quelques 2000 agents viennent de bénéficier d'un cycle de renforcement de capacité au compte de la gendarmerie nationale. La démarche participe du haut commandement en vue d'assurer la formation continue des jeunes gendarmes. Compte rendu, adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Ils sont tous détenteurs de certificats d'aptitude professionnelle et ils postulent pour les cours d'officier de police judiciaire, d'agents de constat et d'assistants de direction. Plus de 2000 gendarmes sont en liste pour cette dernière sélection de l'année 2015. L'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia, le collège Sangoya et le lycée Elhaj Boubacar Biro Diallo accueillent les candidats de Conakry. Pour que réellement vous trouvez votre place dans le dispositif actuel de la gendarmerie, il faudrait que vous preniez le courage d'affronter les tests pour suivre les stages programmés à votre intention. Ce concours est d'une rigueur réputée, reconnaissent les officiers. Il repose sur le mérite et se déroule simultanément dans les 4 régions du pays. Nous sélectionnerons les 80, 90 premiers, etc., qui rentreront dans 1, 2 ou 3 promotions. On prendra les premiers de la liste, puisqu'il n'y a que cette valeur qui compte. Il y a 5 ans de cela, les formations ne font que se succéder, et dont l'objectif est de qualifier le personnel de la gendarmerie. Et pour que, au-delà même chez nous, que le gendarme puisse avoir le même niveau d'information que les autres gendarmes de la sous-région ou de l'Afrique. Les candidats sont soumis aux épreuves de français, de culture générale, de connaissances juridiques et sportives. Les résultats sont attendus dans les jours à venir.
Les nés de Nzerekore viennent d'abriter les travaux du projet CEDEAO Union Européenne de lutte contre la prolifération des armes légères en Guinée forestière. Le projet est financé à hauteur de 5 millions d'euros pour une durée de 3 ans et exécuté sur le terrain par le PNUD et la Commission nationale sur les armes légères. Reportage Mohamed Saloupaï, Cheikh Sanoussi Sanko. A été fortement marqué ces dernières années par la prolifération et la circulation des armes légères, suivi de violents conflits avec des conséquences néfastes sur les pays voisins. La CEDEAO a adopté en 2006 la Convention sur les armes légères et petits calibres comme cadre légal pour combattre le phénomène. Ce projet vise à sensibiliser les populations cibles, à renforcer les capacités des principaux acteurs actifs dans la lutte contre la prolifération illicite des armes légères, à obtenir des communautés la remise volontaire de leurs armes et la mise en œuvre de micro-projets communautaires en échange des armes collectées. Le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur la collecte, le stockage et la destruction des armes légères et de petits calibres. Ce projet CEDEAO Union Européenne, exécuté par le PNUD en collaboration avec la Commission nationale guinéenne, vise à amener les populations à comprendre la portée du projet et rendre volontairement et massivement des armes aux autorités. Santé, plus de 2 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a été lancée ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Une maladie grave et très contagieuse qui provoque une paralysie à vie, des membres chez les enfants et parfois la mort. Les équipes de vaccination feront du porte-à-porte pour vacciner et administrer la vitamine A et le mébendazole aux enfants pour renforcer leur protection. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Vacciner les enfants contre la poliomyélite et leur administrer la vitamine A et le mébendazole, la pratique est régulière en Guinée depuis 2006. Elle concerne les enfants de 0 à 5 ans. À Dixine, parents et autorités de la ville de Conakry se sont mobilisés ce matin pour le lancement de la campagne 2015. La poliomyélite est une maladie qui provoque un handicap et qui est hautement contagieuse. Donc elle est invalidante et pour cela il n'y a pas de traitement curatif, c'est seulement la prévention. Et cette prévention-là, c'est ces campagnes que nous menons. Voilà une occasion que nos populations ont encore d'aider à protéger leurs enfants contre cette maladie invalidante. Nous leur avons lancé un appel, celui de réussir effectivement à positionner tous les enfants de la tranche d'âge de 0 à 5 ans pour qu'ils reçoivent cette importante vaccination. Pour réussir cette campagne à Conakry, les agents sanitaires vont employer la méthode porte-à-porte. C'est une campagne nationale en synchro avec la sous-région. Nous sommes tenus obligés de faire ça parce que ce processus d'éradication, on voudrait s'assurer qu'aucun enfant dans le pays qui ne soit pas vacciné. Qu'aucun enfant. Appuyé par plusieurs partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, Gavi, Rotary, CDC et Hélène Keller, cette campagne va se poursuivre jusqu'au 8 décembre prochain en faveur des tout-petits. La coalition des femmes leaders de Guinée est toujours sur pied de guerre dans la lutte contre Ebola. Après la formation des femmes ménagères dans les localités de Koya et Forekaria, la COFEL vient d'outiller les femmes issues des forces de défense et de sécurité. Véritables sentinelles, ces femmes seront impliquées dans la vigilance post-Ebola. Reportage Abdelkarim Kamara. Cette autre phase de combat contre le virus met à contribution les forces de défense et de sécurité. Dans les préfectures de Koya et Forekaria, ces femmes viennent de s'approprier les techniques de la COFEL. Si tout se passe très bien, le 29 décembre 2015, l'OMS déclarera la Guinée Ebola free, c'est-à-dire que l'épidémie sera finie. Nous avons pensé que maintenant, on tend vers la surveillance généralisée, la surveillance épidémiologique, et dans ce cas il faut impliquer les femmes parce que nos frontières sont poreuses pour qu'elles soient formées à tout de suite détecter un cas suspect ou d'individus suspects qui passeraient les frontières pour éviter
une résurgence de la maladie. Ces policières et gendarmes sont une cinquantaine à suivre cette session de formation. Elles pensent qu'elles ont un rôle prépondérant dans cette lutte. Si réellement on voit une personne malade et il représente quelques signes ou bien quoi que ce soit, si c'est le panier, nous savons quand il y a un traitement, 2 jours, 3 jours, ça va passer. Mais si le cas est contrairement à cela, notre devoir d'aider la population, ceux qui sont chargés, pour lutter contre cette maladie. Pour les autorités militaires, l'approche de la COFEL sera une valeur ajoutée aux connaissances déjà acquises par les agents de sécurité. Dans un premier temps, avec la documentation que l'ONG nous a donnée, on pourra arriver au moins à contrecarrer avant de bouter cette maladie. Il y a un mois, la COFEL a imprégné les femmes ménagères des techniques de lutte contre les réticences communautaires à Koya, Forêt-Karia et Kindia. Autre formation, cette fois-ci dans la savane guinéenne, précisément à Kankan, où 600 femmes ont récemment bénéficié d'une formation en entrepreneuriat. Le projet est financé par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Elle vise à accompagner la fondation Prosmi de la première dame dans l'autonomisation des femmes. Fodé Bangali Fofana. Consenti par le gouvernement de la Troisième République en faveur des femmes, beaucoup reste encore à faire dans le cadre de la réduction de la pauvreté dans la région de la savane guinéenne. Cette session de formation initiée par le consortium de l'antenne de la Fondation Prosmi de la Première Dame et l'ONG C Afrique se situe dans ce cadre. Il faut retenir que le choix de ces groupements n'a pas été fait de façon fortuite. Nous avons engagé une réactualisation des enquêtes pour mieux connaître encore ces femmes, puisque l'étude c'était en 2014, donc il fallait réactualiser. Ce projet permettra à ces femmes qui ne savaient pas vraiment tirer profit de leur activité et vraiment d'avoir maintenant une satisfaction à travers leurs activités, de se prendre en charge, de prendre en charge même la famille et les enfants. Le projet est financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, signe évident de l'engagement de ce pays aux côtés du gouvernement guinéen pour la noble et exaltante cause de la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans notre pays. C'est vous qui êtes sous le soleil. C'est vous qui savez si les enfants sont malades. C'est vous qui vous préoccupez de l'éducation des enfants. Si on ne vous donne pas les moyens, toute politique autre qu'on mettra en place ne sera qu'un échec. Ce projet pilote qui consiste à former des femmes en entrepreneuriat va durer 2 mois. Emploi jeune, le bureau de consultation, d'enquête, d'intérim et de perfectionnement BICEP vient de boucler la formation d'une cinquantaine de jeunes. Une formation axée sur la mise à niveau dans la réalisation de projets. Al-Kassimouba. Une soixantaine de jeunes chercheurs d'emploi. Après 3 mois de formation sur la réalisation d'un projet de renforcement de capacité pour l'employabilité des jeunes, ils reçoivent ici leur attestation de fin de formation. Ils nous ont transmis les jeunes qui sont diplômés et aussi certains qui sont là, qui sont dans leur base de données, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, on les a insérés pour donner ces formations, ce qui permet en fait de savoir comment formuler une demande d'emploi, mais aussi faire rédiger un CV jusqu'à aller eux-mêmes penser à l'idée de leur projet. Âgés d'une vingtaine d'années, ces jeunes se disent bien outillés pour faire face au marché de l'emploi. La formation est plus que tout. La formation est primordiale. En tant que jeune diplômé, et après ça on se forme, c'est bon. Parce que sans la formation, on ne peut rien. Cette formation nous a beaucoup permis de comprendre beaucoup de choses, notamment dans la technique de recherche de l'emploi, le coaching, la communication au sein de l'entreprise. Et je promets, une fois après ici, d'en faire un bon usage. Cette formation vient appuyer les efforts des autorités dans leur politique de réduction du chômage. Faire tout ce que le gouvernement peut faire pour améliorer l'employabilité des jeunes, avec par exemple ce projet de les compétences, la maison de l'emploi des compétences et l'amélioration de la qualité de la formation et de l'éducation, ceci c'est un engagement que nous prenons en permanence grâce au leadership du président de la République. En plus des diplômes obtenus à l'université, ces attestations vont accroître les chances de ces jeunes sur le marché de l'emploi.
L'université et l'Institut René Lévesque de Conakry comptent signer un partenariat avec le centre de formation continue de Casablanca. Le directeur général de cet établissement séjourne actuellement à Conakry. Il a eu des entretiens avec le corps professoral de l'université. Compte rendu Koumara Moussa. Le directeur général du centre de formation continue de Casablanca au Maroc est en Guinée. À la demande de la fondation René Lévesque de Conakry, Younes Lebar vient vendre les compétences de son institution. La fondation souhaite sceller un partenariat avec le centre en vue d'ouvrir des opportunités à ses étudiants. On essaie de mettre l'internationalisation des diplômes via la double diplomation, chose qui n'est pas développée au niveau de certaines universités. Et on essaie de mettre une partie pratique, soit faire la formation ici, venir au Maroc, et via EFV, ils peuvent partir en France et même aux États-Unis pour continuer leurs études. C'est pour résoudre le problème d'insertion de nos étudiants dans le marché de l'emploi. Un étudiant qui finit ses études, tu peux te dire que tu n'as pas besoin de la fonction publique. Si tu as les compétences, tu peux créer ton entreprise ou tu peux travailler pour les entreprises. Après cet entretien, l'invité de la fondation René Lévesque a tenté de convaincre ici les étudiants sur les disciplines qu'offre son centre. Management d'entreprise, logistique et transport ou encore marketing. Certains étudiants y trouvent déjà leur compte. Nous tous, nous le savons, le Maroc est un pays peut-être qui est à niveau par rapport à la Guinée. Et si cette opportunité nous revient aujourd'hui pour qu'il y ait une coopération entre l'Université René Lévesque et celle du Maroc, ça nous donne beaucoup d'espoir. Ici, le compte à rebours pour résoudre l'inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises est engagé. L'université affiche d'autres ambitions qui pourraient lui permettre d'être un pôle de référence dans la sous-région. Le projet dans les ans à venir, 2 ans, le projet sera fini et également les étudiants pourront avoir tout de suite une certification internationale à partir de Microsoft en passant par l'université René. Depuis la création de cette institution d'enseignement supérieur, elle a mis sur le marché de l'emploi cette promotion. Sport football, l'association sportive de Kaloum a battu 5-4 le Oria Athletic Club après un score final de 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Suivez ce élément qui nous parvient à l'instant. C'est une super coupe qui a tenu toutes les promesses, vu l'affluence du public et l'engagement des deux clubs. Les premières 45 minutes ont été moins riches en technicité et d'engagement. Personne ne voulait se faire surprendre et chacun est resté sur la défensive. À part quelques actions offensives, le score est resté nul et vierge. La deuxième période a été la photocopie de la première. Les 22 protagonistes sont restés sur leur défensive. Pour la plus grande déception du public présent au stade du 28 septembre, il a fallu recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but pour voir l'équipe de l'association sportive de Kaloum remporter Dame Coupe sur 5 tirs réussis contre 4 pour le Oria Athletic Club. Écoutez, c'est un match de coupe, c'est une belle finale. Je pense que ça s'est joué sur ces détails. Ça vient à ce niveau-là, c'est les détails. Mais bon, comme les tirs au but font partie des règlements du football, nous sommes très très contents, surtout qu'on vient de battre Oria, notre éternel rival sportif. Je pense que ça, sur le plan offensif, on n'a pas été très efficace. Mais sinon, sur le plan défensif, sur le plan physique, l'équipe a été là, très résistante, qui a bien défendu. La deuxième mi-temps encore mieux. Je crois qu'on n'a pas été réaliste, on n'a pas été très bon sur le plan offensif. Ainsi, la saison sportive est ouverte. Elle débutera ce 11 décembre à Sigiri par le match Ashanti Golden Boy contre la Flamme Olympique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Thank you.